Mesdames, Messieurs, bienvenue pour cette nouvelle causerie. Dans la collection des causeries, j'initie aujourd'hui une nouvelle série dédiée à l'égalité. Et cette première causerie est intitulée « Égalité femmes-hommes sous l'angle juridique ». Je reçois aujourd'hui notre conférencier, le docteur Johan de Chepy, qui est spécialiste des rapports entre le droit et le genre, qui a participé au groupe de recherche sur le genre et les inégalités, dont le groupe Régine, et qui se consacre actuellement à l'étude des rapports de domination. Bonjour, monsieur de Chepy. Bonjour, Madame Ducré. Alors, nous allons échanger sur la thématique dont je viens de parler, notamment l'égalité femmes-hommes. Et aujourd'hui, on ne compte plus, comme vous le savez, tous les discours publics relatifs à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et les manières d'y parvenir, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, la question que nous nous posons, comment le droit en est venu à évoluer d'un modèle patriarcal à un modèle égalitaire ? Merci beaucoup tout d'abord de m'avoir convié à discuter de ces questions ô combien importantes de l'égalité femmes-hommes. Et l'ancrage historique auquel vous faites immédiatement allusion me fait dire effectivement que les droits individuels qui ont été conférés aux hommes en qualité de chefs de famille l'ont été en raison d'un pouvoir et d'un contrôle considérable exercé par les hommes sur le travail et la vie des femmes et des enfants. Et notre droit s'est construit à partir du modèle patriarcal, c'est-à-dire à partir d'une manifestation et d'une institutionnalisation de la domination masculine sur les femmes et les enfants au sein de la famille, et l'extension de cette domination en dehors des rapports familiaux a pris une place considérable dans notre société en général. Et lorsque l'on regarde dans le rétroviseur et qu'on regarde l'histoire du droit dont vous êtes plus spécialiste que moi, on se rend vite compte que les premiers codes qui sont apparus dans notre droit français ont cultivé cette idée d'une domination masculine essentiellement dans les rapports familiaux. Et on a quelques exemples plus ou moins croustillants dans les textes initiaux. Pour vous citer quelques exemples, on pourrait prendre l'article 213 du Code civil, qui dans sa version d'origine nous enseigne que le mari doit protection à sa femme, tandis que la femme doit, quant à elle, obéissance à son mari. Elle n'est donc pas vue comme une personne juridique parfaitement autonome. Et d'ailleurs, sur l'aspect organisation des finances de la famille, organisation du ménage, on voit que les femmes, au départ, n'avaient pas cette possibilité d'une autodétermination. Elles n'étaient pas libres de leur choix, elles n'étaient même pas libres d'administrer leur patrimoine individuel et leurs ressources lorsqu'elles étaient unies par les liens du mariage avec leur époux. Alors, au-delà, évidemment, de cet aspect marital, vous avez aussi dans le cercle intrafamilial une puissance qui s'est exprimée à l'égard des enfants, qui montre bien que le chef de famille était le dominant familial initialement. Et cette idée de puissance paternelle, on la retrouve notamment à l'article 373 du Code civil d'origine, qui limite les droits de la mère sur son enfant, avec la possibilité pour le père d'exercer un droit de correction allant jusqu'à la possibilité de solliciter l'emprisonnement de l'enfant. Alors ça, ce sont évidemment des exemples du droit civil, mais le droit pénal s'est révélé assez cruel dans les relations maritales, hommes-femmes, puisqu'il ne faut pas oublier qu'avant la réforme initiée par le législateur par la loi du 11 juillet 1975, on avait un article 324 du Code pénal qui permettait aux maris trompés d'obtenir le divorce pour tout adultère, et il était même excusable d'avoir tué sa femme infidèle s'il la surprenait en flagrant délit. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ces exemples ne sont plus de droit positif, mais le chemin reste encore particulièrement long à faire pour assurer cette égalité réelle entre les hommes et les femmes. Alors, si l'on suit bien vos propos, peut-on dire que notre système juridique a enfermé les personnes dans des rôles déterminés en fonction de leur sexe ? Autrement dit, est-ce que les normes sociales stéréotypées peuvent encore être un frein à l'acceptation, pardonnez-moi, de l'égalité femmes-hommes ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Les normes sociales, comme toutes les normes, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient d'origine religieuse, qu'elles soient d'origine morale, vont influer sur les conduites individuelles et parvenir effectivement à rendre résistants des stéréotypes de genre. Et justement, les femmes peuvent se construire au contact de ces réseaux de normes que sont la morale, la religion et encore le droit, et adopter des comportements en fonction bien évidemment de leur perception de ces normes qui vont influer sur leur quotidien. Alors évidemment, les normes sociales à partir desquelles tout individu va se construire contribuent la plupart du temps au bien-être familial. C'est le cas par exemple des idées de partage des ressources au sein de la famille, l'esprit de solidarité, l'esprit d'entraide que l'on peut retrouver dans la plupart des familles. Mais il y a aussi des normes qui vont assimiler, qui vont alimenter des discriminations et des inégalités. Et c'est là que le droit aujourd'hui essaie de rectifier le tir par rapport à d'autres systèmes normatifs, essentiellement d'ailleurs la religion et la morale individuelle, qui commandent des comportements stéréotypés pour les femmes, alors que le droit, lui, tente de les combattre. Alors, on a des représentations, évidemment, de ces formes d'inégalité et de ces formes de comportements stéréotypés dans tous les aspects de la vie sociale, et ce, en raison évidemment de facteurs sociaux, de facteurs économiques ou encore de facteurs politiques et environnementaux. Et tout cela, évidemment, est étroitement lié au rôle que l'on peut affilier à un individu, parfois dès son plus jeune âge, en raison de son sexe dans certaines familles. Par exemple, si on prend l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui fait de l'homme, du mari, le principal soutien de la famille, on en vient à privilégier, peut-être quelquefois de manière inconsciente, les hommes face à l'embauche et face au licenciement, parce qu'on se dit peut-être que derrière l'homme, il y a celui qui fait bouillir la marmite et que toute la chaîne familiale peut tomber si on n'alimente pas suffisamment en opportunité, en reconnaissance de ses compétences, les différents hommes. Et on voit effectivement que cette approche stéréotypée de la société va avoir des ressorts dans notre droit français, des ressorts qui, quelquefois, alimentent encore des inégalités réelles. Alors, l'existence d'une norme sociale n'implique pas forcément, et ça il faut le dire, que les individus l'acceptent nécessairement. Par exemple, si vous avez une femme qui a été mariée de force et qui a une fille, elle ne voudra peut-être pas, par rapport à son expérience, que sa fille suive le même schéma familial et se marie de force, ou elle voudrait même, quelquefois, qu'elle ne se marie pas du tout. Il y a donc, si vous voulez, une forme d'acceptation subjective de certains stéréotypes, plus ou moins résistants selon le milieu dans lequel on évolue, et qui font que, bien évidemment, les femmes, malgré elles, en fonction de leur sphère de construction sociale, qui sont, vous l'aurez compris, différentes, vont alimenter le compromis patriarcal. Très bien. Je vous remercie. Quelles sont les méthodes utilisées par le législateur pour garantir l'égalité femmes-hommes dans tous les aspects de la vie sociale ? Alors, les méthodes ont largement évolué en droit en matière d'égalité homme-femme, puisque depuis 1804, date très importante pour les juristes, puisque c'est l'entrée en vigueur du Code civil des Français, suite à l'ère de codification napoléonienne, on a une progression de l'égalité homme-femme, surtout au XXe siècle, et les premières évolutions que l'on retrouve dans la loi, elles datent notamment de la loi du 13 juillet 1907, qui a permis à la femme mariée pour la première fois de disposer librement de ses salaires. Et il eut fallu attendre l'entrée en vigueur de la loi du 18 février 1938 pour que l'on supprime l'incapacité civile de la femme mariée et ainsi, bien évidemment, produire un mouvement d'émancipation des femmes particulièrement important. Et le mouvement n'a fait que s'amplifier par la suite avec des grandes années, les années 40, avec l'ordonnance du 21 avril 1944 qui précise que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes, avant que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui marque l'avènement de la 4e République, n'en vienne à poser le fait que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Alors, ça, ce sont les grands textes, bien évidemment, qui ont alimenté cette idée d'une égalité homme-femme, mais ensuite, il a fallu décliner ces méthodes de façon beaucoup plus particulière.
C'est ainsi qu'on note dans le XXe siècle et début du XXIe siècle deux différentes approches de l'égalité homme-femme. Une approche plutôt sectorielle qui implique d'avoir des lois ciblées sur des aspects de l'égalité et qui déconstruisent au fur et à mesure un certain nombre de stéréotypes. Donc vous avez par exemple l'égalité parentale avec la loi du 4 juin 1970 qui supprime la notion de chef de famille et qui institue l'autorité parentale partagée. Vous avez l'égalité professionnelle avec, je le répète parce que visiblement certains n'entendent pas encore, un principe d'égalité de la rémunération qui est posé par la loi du 22 décembre 1972. Mais après, on a d'autres vecteurs d'égalité, d'autres secteurs dans lesquels elle va être particulièrement recherchée. C'est le cas de l'accès aux mandats électoraux et fonctions électives, et ce depuis la dernière réforme constitutionnelle en date, celle du 23 juillet 2008, ou encore la prise en compte du choix pour une femme d'être mère, avec cette possibilité d'avoir accès à la contraception avec la loi Neuwirth de 1967, avant qu'on lui reconnaisse bien évidemment un droit de décision sur son propre corps, avec la consécration en droit de l'avortement, avec la loi du 17 janvier 1975. Donc on voit effectivement que la première méthode affectionnée par le législateur a été une méthode sectorielle, mais on voit bien qu'elle est impuissante à elle-même, à elle seule, à parvenir à une égalité réelle. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez des textes qui organisent une égalité sur le papier, une égalité dite formelle, abstraite, que pour autant on change les pratiques et surtout les mentalités qui nourrissent encore des stéréotypes et des différences dans notre droit. Alors c'est ainsi qu'une nouvelle méthode plus globale, avec un message beaucoup plus fort, est initiée par certaines lois, et notamment celle du 4 août 2014, qui a, je cite pleinement son objectif d'assurer l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Et on retrouve dans cette loi l'idée qu'il faille véritablement lutter contre des stéréotypes résistants dans notre société, des stéréotypes de genre, avec pour appui une belle étude du comité interministériel des droits des femmes qui s'est tenue le 30 novembre 2012, c'est-à-dire un peu avant cette loi. Donc on voit que le législateur est dans un dialogue, si vous voulez, interinstitutionnel, et c'est de cette façon dont il tire les véritables conséquences des cartographies des comportements que font un certain nombre de ces comités. Et c'est plutôt, à mon sens, une très bonne méthode que de procéder ainsi. Alors, on entend régulièrement parler des inégalités liées au sexe des personnes, ainsi que des discriminations dont seraient victimes essentiellement les femmes. Les termes d'inégalité et discrimination sont-ils pour vous autant synonymes? Finalement, ces deux termes ont-ils pour vous le même sens? Sont-ils vraiment synonymes ou au contraire, avez-vous une autre approche à nous proposer? Alors, vous faites très bien de poser cette question parce qu'en fait, il y a, je le perçois au quotidien quasiment, une confusion entre les termes d'inégalité et les termes de discrimination, alors que l'un recoupe l'autre, mais l'inverse n'est pas vrai. Je m'explique. Une inégalité désigne concrètement un accès différent à des ressources, que ce soit l'éducation, les revenus ou encore le patrimoine, ou encore un inégal accès à des pratiques liées à l'accès au logement, la consommation, l'accès aux soins, l'accès à la santé, que la société va classer et hiérarchiser. Donc des inégalités, bien évidemment, il y a différentes formes et une multiplicité de ces formes dans notre société aujourd'hui. Alors qu'une discrimination est quant à elle une différence de traitement qui va être interdite par la loi selon un certain nombre de critères. Ça veut dire qu'il vous faut des critères sur lesquels on va porter un jugement de désapprobation et c'est ce critère qui est effectivement le cœur même de la lutte contre les discriminations. Ce qui veut donc dire que le terme inégalité est beaucoup plus large que celui de discrimination. Toutes les discriminations sont des formes d'inégalité, mais toutes les inégalités ne donnent pas lieu à des comportements dits discriminatoires selon la loi. Ce qui veut donc dire, pour être plus clair, que les inégalités ne sont pas nécessairement illégales, alors que la discrimination l'est fatalement. Et pour expliciter effectivement cette idée, une définition assez claire de la discrimination nous a été donnée par le professeur Daniel Lochac, qui participe énormément au travail de lutte contre les discriminations.
le professeur Lochac nous dit très clairement hein, que la discrimination, c'est la distinction ou la différence de traitement illégitime, et illégitime parce qu'arbitraire, et interdite parce qu'illégitime. Donc on voit bien que la discrimination est contraire à l'aspect le plus fondamental de l'égalité, et il est de bon sens qu'elle soit moins fréquente dans notre société, même si au fur et à mesure hein, de l'évolution des mœurs, on se rend compte que l'arbitraire est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croyait, et il y a une identification qui ne faiblit pas des critères à partir desquels des comportements discriminatoires pour lesquels la loi est employée pour lutter ont tendance à être démultipliés. Très bien. Alors pour conclure, eh bien, pourriez-vous nous expliquer comment le droit pénal lutte contre les discriminations liées notamment au sexe des personnes? Alors oui, je peux tout à fait vous parler de la question puisque c'est évidemment sous l'angle du droit pénal qui est ma spécialité que j'analyse les rapports de genre et la lutte contre les discriminations. Alors il faut savoir que le droit pénal n'a pas toujours été employé avec autant de force qu'il ne l'est aujourd'hui pour lutter contre les discriminations. Et quand on regarde l'histoire du dispositif pénal de lutte contre les discriminations, on se rend compte qu'il remonte seulement au décret-loi du 21 avril 1939, qu'on a tendance à appeler la loi Marchandeau, qui incrimine des comportements discriminatoires au sein d'une loi spéciale et pas au sein du code pénal qui existait à l'époque depuis 1810, la loi sur la liberté de la presse, la loi du 29 juillet 1881, et typiquement pour incriminer les injures et les diffamations publiques commises, je cite, envers un groupe de personnes qui appartient par leur origine à une race ou à une religion déterminée lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine envers les citoyens ou les habitants. Alors, ce texte est particulièrement intéressant pour le pénaliste que je suis parce que, d'abord, il permet d'utiliser un vecteur de lutte contre la discrimination qui est fondamental, celui des discours publics, puisque la loi sur la liberté sur la presse a un potentiel de contagion et un potentiel d'alimentation d'un certain nombre d'inégalités qui est évidemment important, puisque les discours, la plupart du temps, sont relayés, et aujourd'hui ils le sont davantage sur les réseaux sociaux, et il est important que les messages que l'on retrouve dans la presse au sens large et dans les médias au sens large puissent ne pas alimenter des stéréotypes de genre et des discriminations à raison des critères que la loi va identifier. Donc ça c'est la première chose, c'est une bonne manière en fait d'en venir à changer progressivement les modalités ou en venir à s'intéresser aux discours ouvertement discriminatoires. Mais là où on voit que le texte est en lui-même restreint, c'est que les critères de discrimination qu'il a identifiés sont uniquement la race et la religion. Donc initialement, il n'était pas question d'une discrimination basée sur le sexe et encore moins bien évidemment la sexualité ou les choix en lien avec la sexualité. C'est en fait intervenu bien plus tard dans notre droit et il a fallu attendre la loi du 11 juillet 1975 pour que les critères arbitraires de sexe et de situation de famille viennent enrichir la liste des discriminations. Alors 75, c'est avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, alors qui est plus si nouveau aujourd'hui, hein, on vieillit tous même le code. Il date de 1994 et c'est aujourd'hui les textes que l'on retrouve dans le code de 1994 qui fondent en fait la lutte contre les discriminations. Alors pour vous donner des détails, on a deux vecteurs de lutte contre les discriminations. On a celle qui touche les particuliers, que nous sommes, et il y a celle qui touche les agents dépositaires de l'autorité publique. Et là, on a deux sphères d'action. Pour les particuliers, ce sont les articles 225-1 à 225-3 du Code pénal, tandis que de l'autre, pour les agents dépositaires de l'autorité publique, ce sont les articles 432-7 à 432-17 du Code pénal. Et ce qui frappe lorsque l'on regarde en fait ces textes de près, c'est que la liste des critères de discrimination n'a eu de cesse de s'allonger. Et donc les premiers textes, essentiellement l'article 225-1, en 1994, je vous le lis, il nous disait que la discrimination constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur état de santé, leur handicap, leurs mœurs, leur opinion politique, leurs activités syndicales,
de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, à une nation, une race ou une religion déterminée. Donc vous voyez qu'il y a effectivement une liste, une litanie de critères qui sont jugés comme arbitraires et donc par définition illégitimes et parce qu'illégitimes, interdites, pour reprendre le schéma de pensée du professeur Le Chaac. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde le même texte dans notre société, il n'a absolument pas perdu un seul de ces critères. Au contraire, la dernière version date de la modification qui lui a été apportée par la loi du 18 novembre 2016. On a ajouté pas moins d'une dizaine de critères supplémentaires: la grossesse, l'apparence physique, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de la victime, le patronyme, le lieu de résidence, la perte d'autonomie, les caractéristiques génétiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Et donc, ce que l'on voit effectivement, c'est que le législateur en vient typiquement à s'intéresser à l'évolution des mentalités et voir ce que cette évolution marque comme étant une dérive arbitraire dans les traitements différenciés des personnes. Et dès que cet arbitraire en vient effectivement à provoquer de l'injustice et que c'est suffisamment grave pour intégrer le droit pénal, on allonge d'autant plus la liste des critères. Et donc, il est évident que le texte aujourd'hui modifié, je vous l'ai dit, par la loi du 19 novembre 2016, va avoir tendance à avoir de nouveaux critères par la suite si intégrés, à condition que le législateur continue évidemment d'être attentif à tout cela. Alors, les critères arbitraires ont été très nettement diversifiés et ils vont tenir compte, on le voit, autant à l'identification qu'à l'état des personnes, qu'à leurs opinions de ces personnes. Et à chaque fois, il s'agit évidemment d'éviter l'effet de hiérarchisation entre les individus en tenant compte d'un paramètre de leurs opinions, de leur identité. On voit donc bien que la discrimination est au cœur de la lutte contre le phénomène global humain de domination. C'est-à-dire que la domination est par ce biais particulièrement combattue par notre droit pénal et c'est là que c'est particulièrement intéressant puisque l'instinct de domination est encore très résistant pour les personnes qui ont continué à s'affilier et à se construire au contact du modèle patriarcal dont vous m'avez permis de parler à raison de votre première question. Alors il y a une autre tendance qui me semble intéressante dans la lutte contre les discriminations, c'est l'idée qu'en dehors des comportements qui sont par nature discriminatoires et qu'on peut sanctionner en tant que tels, il y a des personnes qui commettent des infractions de droit commun, que ce soit des infractions violentes, le meurtre par exemple, ou encore commettre d'autres atteintes, comme les atteintes aux biens, et ils le font en raison d'un mobile très spécifique qui tient au fait que la personne qu'ils vont attaquer, qu'ils vont endommager, présente un critère qui, selon l'auteur des faits, est un critère qui mérite l'instinct de domination, qui mérite la domination d'autrui. Je vous donne un exemple. Imaginons, vous avez le stéréotype qui veut que les personnes de confession juive soient plus riches en fait que d'autres personnes. Eh bien, on se rend compte en droit pénal que certaines personnes, à raison de cette confession, sont la cible d'atteintes aux biens parce qu'elles sont, dans l'esprit de l'agresseur, des personnes riches que l'on peut facilement dépouiller et dont les domiciles peuvent être investis parce qu'on va y retrouver des richesses innombrables. Et donc, partant de là, on voit bien que la discrimination ne fonctionne pas en tant que telle, puisque le texte n'est pas fait pour ça. Mais ça ne veut pas dire que l'état d'esprit qui lui marque évidemment ce fameux mobile de domination lié à un des critères que je vous ai cités tout à l'heure ne doit pas être combattu. Et la technique que l'on utilise en droit pénal pour le combattre, c'est la circonstance aggravante générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans les dispositions générales du Code pénal 2 articles essentiels, le 132-76 et le 132-77, qui permettent d'aggraver la commission des faits de droit commun lorsqu'on parvient à prouver qu'ils l'ont été en raison d'un mobile discriminatoire tel que le critère discriminant est intervenu et tel qu'il est incriminé respectivement dans le texte d'incrimination. Donc on voit effectivement que cette lutte contre les discriminations, elle est très dense aujourd'hui et il est vraiment question ici de protéger l'égalité réelle des personnes, ne serait-ce qu'en envoyant un message de dissuasion, en disant en France, on ne fait pas rien pour dissuader les comportements discriminatoires et si cet effort préventif qui sous-tend évidemment l'adoption de la loi pénale n'est pas suffisant,
le répressif, on l'espère, permettra à l'autorité pénale de s'appliquer pleinement. Alors, quels seraient vos derniers mots pour cette causerie sur cette thématique de l'égalité femmes-hommes? Qu'est-ce que vous souhaitez que nous retenions de cette causerie? Alors, ce qu'il faut retenir, évidemment, c'est que nous sommes dans une phase de transition, je pense, entre deux États. Un État du droit qui a rétrospectivement alimenté un modèle qui a nourri considérablement un nombre d'inégalités et un nombre de discriminations. Que ce modèle aujourd'hui, même si les pouvoirs publics, les politiques publiques et les universités s'engagent à détricoter l'ensemble des éléments qui permettent de l'alimenter, aujourd'hui on est arrivé à un stade où il faut encore continuer cette lutte, puisque la forme la plus grave de discrimination que l'on peut retrouver encore aujourd'hui, ce sont les violences faites aux femmes. Et j'ai eu l'occasion d'en parler grâce à vous la semaine dernière. Et c'est un phénomène qui ne faiblit pas. Pas encore. Il y a très peu de personnes qui osent verbaliser les faits. Et je les invite évidemment à se rassurer en disant qu'en France, nous ne faisons pas rien. Je vous remercie, Monsieur De Chepy, pour ces échanges très fructueux. Et mesdames et messieurs, j'espère que vous-même avez été séduits par ces échanges entre Monsieur De Chepy et moi-même. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine causerie. Alors peut-être sur le thème des discriminations ou des violences faites aux femmes, ou encore les inégalités de carrière qu'a soulevé Monsieur De Chepy.